on voyage, et avec nous plein de passagers clandestins. Des animaux, ragondins, frelons asiatiques, moustiques tigres, mais aussi plein de plantes exotiques qui souvent deviennent terriblement envahissantes. Merci la globalisation. Alors, est-ce qu'il faut les éradiquer ou bien laisser faire la nature? La polémique fait rage. Et si la solution, c'était tout simplement de les manger, ces plantes invasives? On expérimente aujourd'hui à Paris. Rendez-vous métro Château de Vincennes. Et si je vous emmène à Paris aujourd'hui, c'est pour rencontrer une véritable pointure, un botaniste de terrain, Christophe Deaudy, qui sait tout des usages des plantes, y compris les plantes invasives. Bon, et bien là en dessus, les perruches, espèces exotiques envahissantes. Et voilà, mon homme. Salut Christophe. Salut Julien, ça va? Alors, pourquoi tu m'as donné rendez-vous exactement ici au bois de Vincennes? Alors déjà parce qu'il y a une première plante exotique envahissante juste là, et parce que voilà, c'est mon terrain de jeu ici, c'est ici que j'anime mes balades, mes stages, et donc je connais chaque plante, chaque endroit, et je vais pouvoir t'emmener. Bon alors montre-moi cette première peste verte. Alors ici, on y va, on y va, on y va. Ah, il est gros celui-là là. Ouf. Donc le Buddleia, c'est ça hein? Buddleia davidi, l'arbre à papillons. Celui-ci vient de Chine je crois hein? Oui, donc en plus d'être exotique envahissant, malheureusement pas d'usage. Non comestible, non médicinal, donc en plus d'être mauvais pour la biodiversité, on va même pas pouvoir l'utiliser celui-là. Donc il va falloir qu'on en trouve d'autres. Allez, on va en trouver d'autres qu'on pourra manger cette fois. Ah, parce que je commence à avoir un peu faim quand même. Allez, c'est parti. Et à part ça, on va leur dire quand même, si vous voulez en mettre dans votre jardin, si vous en avez dans votre jardin, pensons bien faire pour les papillons, ben c'est pas top, parce qu'ils vont effectivement prendre le nectar, mais cet arbre ne nourrit pas du tout leurs chenilles, et surtout dans la nature, il pullule, c'est une catastrophe, à Paris, il y en a plein dans les friches, donc stop au Buddleia. Et maintenant, allons manger quelque chose d'autre. C'est parti. Voilà notre nouée du Japon. Ah ouais, elle est là, elle nous attend. La voilà. Alors ça, au bord des cours d'eau, au bord des rivières, c'est une catastrophe. Hein. Ça recouvre des centaines de kilomètres de rivières. C'est vraiment une des plantes exotiques envahissantes les plus difficiles et les plus envahissantes justement parce qu'elle se reproduit par des rhizomes. Donc elle fait des tiges souterraines, puis elle va très vite et puis elle prend la place de toutes les autres. Elle est impressionnante. Alors c'est une plante qui appartient à la famille de l'oseille, à la famille de la rhubarbe. Ah oui. On appelle la famille des polygonacées. Pour identifier cette famille, c'est assez facile. Il faut regarder au départ de la feuille sur la tige si on trouve une membrane fine collée à la tige. Ça s'appelle ochrea. Alors notre renouée du Japon, elle est assez grande comme tu vois. Hein. Elle est à peu près à sa taille adulte là. Bientôt elle va faire des fleurs. C'est pas encore le moment. Donc c'est un petit peu trop tard pour la manger. Le stade optimal, c'est vraiment quand les tiges sortent du sol et que les feuilles sont à peine formées. Là, on peut les récolter, les peler, on peut les croquer même sur place. Sinon, on peut les faire un peu comme des asperges, un peu comme n'importe quel légume feuille. Moi, je conseille quand même de les blanchir un petit peu avant et puis les faire par exemple à la poêle. Après, on peut les faire en tarte, en quiche, en velouté, comme on ferait un velouté d'oseille justement. Ça a un petit goût acidulé. Et on peut aussi l'utiliser comme de la rhubarbe. Donc on peut également faire des chutneys, on peut également... Ah, ça a cassé. Ah mon Dieu, vengeance, vengeance, plante invasive. On va en profiter pour goûter un petit bout. Ouais, allez. Je disais qu'on peut aussi en faire des chutneys, des confitures, des tartes. Alors tu vois pourquoi il faut la consommer jeune? Parce que là, à ce stade-là, c'est déjà bien dur, bien fibreux. Et il n'y a plus grand-chose à manger. Et en plus, c'est devenu creux. Donc on va quand même essayer d'avoir un peu de chair. Non, il va y avoir de la mâche. Je suis motivé. Hein. Allez. Allez, moi d'abord. Ça, je sais si Oui, j'ai mieux. Est-ce qu'il a l'air content? Oui, il a l'air assez content. On est content si on aime l'acidité. Merci, jeune homme. Mais c'est vraiment trop fibreux, là. Ah, c'est acide. Hein. Et bien acidulé. Mais effectivement, c'est un petit peu rhubarbe. Alors, pour le coup, cette plante, vu qu'elle fait des rhizomes, elle a un peu ça en elle, elle est capable de repartir, on voit d'ailleurs, elle est capable de repartir avec un petit bout de tige.
Donc quand vous faites une cueillette, l'idée c'est de prendre les tiges avec soi, les ramener chez soi, et puis pas les grignoter et puis les jeter un peu partout, parce que ça peut justement donner de nouvelles renouées qui vont prendre beaucoup d'espace. J'ai trouvé l'armoise de Chine. Ah! Viens Julien, viens. Encore une exotique envahissante, une peste verte. Non. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose au moins? Oui. Ah mon Dieu, il y en a partout là. Voilà l'armoise de Chine. Envahissante en effet, alors là c'est impressionnant. Alors la différence de l'armoise commune, elle va faire des rhizomes, c'est-à-dire, comme pour la renouée du Japon, des tiges souterraines desquelles partiront des tiges dressées. Là on a des feuilles, c'est vrai, d'un vert plus clair. Là on est sur un vert plus glauque, on dit, vert gris. Donc Les ça, deux. c'est la Ça c'est la nôtre. commune. Voilà, l'armoise commune, Ouais, celle qui est médicinale. exactement. Et celle-ci, elle n'est pas médicinale, mais par contre on peut la consommer. On peut la consommer, tout à fait, et d'ailleurs sans. Incroyable, non? Je revis. Ça te rappelle quoi? Ça te rappelle quoi? Très aromatique. Ça fait un peu les herbes de Provence. Exactement, ça a une odeur. Romarin, thym. Exactement, ça a une odeur qui rappelle les herbes de Provence et ça s'utilise de la même manière. Tu peux en faire des sirops, tu peux en faire des liqueurs, tu peux l'utiliser comme on utilise le romarin, le thym, pour cuire n'importe quel aliment, pour donner ce bon petit goût, comme on l'aime. Ah bah tu vois tous les petits rejets là, Oui. ce sont des robiniers faux acacia. Ah voilà. Il y en a plein. Justement là ils sont assez envahissants. Ça c'est des Américains. Hein. Ouais, c'est un arbre qui vient d'Amérique du Nord. Alors là, on voit bien qu'il est drageonnant. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il est assez envahissant par endroits. Et regarde! Donc drageonnant, ça veut dire qu'il fait des petits par les racines, hein, que ça reprend partout. Exactement. Un peu comme les plantes qui font des rhizomes, c'est Qu'on avait l'équivalent pour un arbre. Là, tu vois, c'est une petite gousse. Il appartient à la famille des fabacées, comme les petits pois. Le robinier faux acacia donc. Hein. Ouais, alors le robinet faux acacia est appelé acacia par tout le monde. Quand vous entendez sirop d'acacia, beignet d'acacia ou acacia tout simplement, on parle de lui. C'est un robinet faux acacia. C'est pas un acacia, mais c'est pas grave, ça marche quand même. On Et comprend. donc, dans quelques jours, ces petits boutons-là vont s'ouvrir, Ouais. il y aura des fleurs magnifiques. Ouais. Et ça, tu peux en faire plein de choses. Hein. La saison des fleurs en région parisienne, ça commence maintenant. Donc on va dire de début mai jusqu'à fin mai. Et ça fait des petites grappes de fleurs blanches typiques de la famille des fabacées, avec les 5 pétales, l'étendard, les ailes et la carène. Comme les fleurs de glycine, comme les fleurs de l'arbre de Judée notamment. Et on peut les utiliser, c'est incroyable. Alors j'adore vraiment cette plante. Et en plus, c'est tellement abondant quand il y en a. Et là, pour le coup, vous avez compris, pour les plantes exotiques envahissantes, il n'y a pas la règle éthique de prendre un petit peu par-ci par-là. Vous pouvez prendre autant que vous voulez et vous régaler. Ça se mange plutôt cuit. Si vous voulez grignoter quelques fleurs crues, c'est possible, mais il y a des lectines dedans qui sont thermolabiles, c'est-à-dire qu'elles vont être détruites à la chaleur. Donc si vous cuisez, plus de problème. On peut en faire des beignets, des sirops. Alors le sirop, il est vraiment délicieux. On peut en faire, hier, on en a fait des beignets, mais des beignets avec une pâte à choux là, c'est fondant dans la bouche. On appelle ça des pennon. On a fait des pennon pour notre formation cuisine, trop bon. Et donc c'est la seule partie qu'on peut consommer. Sinon, regardez, le robinet faux acacia fait des épines assez impressionnantes. Alors, la Il plupart... a sans doute quelque chose à se faire pardonner, ce robinier. Sa prolifération incroyable en Europe depuis quoi? Bien 200-300 ans. Il envahit vraiment les forêts, les bosquets un peu partout. Alors ça me fait plaisir de voir que tu l'aimes bien quand même pour ses fleurs, mais c'est vrai que pour la biodiversité locale, c'est pas top. Merci beaucoup Christophe. Avec plaisir. Encore 3 choses importantes. On peut te retrouver sur le chemin de la nature, des formations en ligne, des sorties nature géniales. Les espèces invasives, c'est une des 5 grandes causes de l'effondrement de la biodiversité sur Terre. Donc merci dans votre jardin, plus de laurel, plus de buddleia, l'arbre à papillons et plus d'infos importantes dans la description de cette vidéo. Et enfin, si vous vous intéressez aux plantes sauvages, à leur cueillette, à leurs usages, il y a un documentaire génial à voir avec 3 témoins, François Couplan, Karine Gilles, Kim Pache. Un très très beau film. En même temps que je casse, je sens l'odeur. C'est une relation
pas intime, pas sensuel, c'est un mélange de tout ça. À découvrir sur notre plateforme de documentaires en ligne en ce moment, salamandre.tv. Donc rendez-vous sur salamandre.tv et nous on se retrouve tout bientôt. Je vais vous montrer comment faire pour voir des castors. L'éducation des castors ça dure 2 ans quasiment pour qu'ils apprennent tous les métiers, tu vois, architecte, paysagiste, bûcheron, terrassier. Ils apprennent plein de choses, plein de compétences.